Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question pour vous, c'est pourquoi est-ce que vous vous opposez à la COP 15? En fait, la COP 15, c'est un congrès qui a lieu depuis 30 ans, mais pourtant, en 30 ans, il n'y a rien qui s'est passé. La COP elle-même l'a dit, aucun des objectifs n'a été atteint, fait on s'oppose à ça parce qu'on se rend compte que c'est pas une solution, on se rend compte qu'on a besoin d'autre chose, puis que, ben moi j'appelle ça du greenwashing tout simplement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi le greenwashing? Le greenwashing ou le capitalisme vert, c'est une façon qu'ont parfois les dirigeants d'État, les entreprises de se faire passer comme écologistes. Mais au final, c'est juste une façon de faire croire aux gens qu'ils sont quand, au travers de ça, ils font plein de choses qui sont super polluantes, super pas écologiques et qui, justement, font juste plus de mal, dont à la biodiversité, entre autres. Et comment est-ce que vous êtes impliqué dans l'opposition à cette conférence? En fait, j'ai beaucoup été dans les dernières années dans les différents mouvements écologiques. Moi, ça a vraiment commencé avec la lutte contre GNL, entre autres. Et là, récemment, j'ai fait un retour là-dedans, dont avec la coalition, justement, la coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP 15, notre coalition. J'étais allée là, en fait, pour voir ce qui se passait en premier lieu, parce que c'est des assemblées générales publiques, c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Puis, voir, je sais pas, que tout se passait bien, puis aussi que toutes les voix étaient entendues comme il faut. Fait que je me suis rendue là de cette façon-là, puis je me suis impliquée de plus en plus un peu là-dedans. Comment est-ce que votre identité comme Innu influence votre activisme? Je pense en fait que en tant qu'Innu, c'est surtout, puis tu sais, je le dis, là, je prétends pas parler au nom de n'importe qui, je parle en mon nom, en tant que moi, Xane, mais ça reste que je me suis impliquée dans la coalition, entre autres, pour voir un peu que tout se passait comme il faut. Puis, tu sais, surtout dans les luttes écologistes, la ligne entre appropriation d'une lutte ou de faire valoir les luttes autochtones est mince. Fait que je voulais être sûre, en fait, que ça se passait comme il faut. Selon moi, en tout cas, je pense que c'est correct. Je pense que on met de l'avant certains des enjeux autochtones, certaines des luttes autochtones, sans nécessairement justement se dire, c'est pas ceux-là de la coalition, les luttes autochtones, mais ils sont quand même à mettre de l'avant parce que, par exemple, par rapport à la biodiversité, ça affecte tout le monde. Puis c'est les personnes autochtones d'un peu partout qui protègent la majorité de la biodiversité. Fait que je pense que c'est comme ça que ça influencerait, je dirais, à ce niveau-là. Et en parlant de ça, les scientifiques de l'ONU, eux, ils ont recommandé même que les Autochtones gèrent les terres parce que je pense que c'est 80% des terres protégées sont gérées par des Autochtones. Et aussi, beaucoup de voix autochtones se feront entendre à la COP 15. Que pensez-vous de ces efforts d'inclusion de la COP 15? On respecte la diversité des tactiques, des moyens et tout. Puis, on est conscient aussi que c'est parfois la seule manière d'être entendu, c'est en allant à la COP 15. Nous, on a décidé de la boycotter parce qu'on ne croit pas que c'est la solution de la COP 15, puis que est-ce que ces voix-là vont vraiment être entendues là-bas? Moi, je me pose la question, honnêtement. Je ne sais pas, encore une fois, si c'est juste pour bien faire paraître les dirigeantes. Est-ce qu'ils vont vraiment être écoutés? Parce que est-ce qu'ils l'ont été écoutés Est-ce qu'on a été écoutés dans le passé? C'est vraiment ça, tu sais. Fait que je vois ça comme... Je respecte absolument. J'espère que ça va faire quelque chose de positif, mais on verra. Que pensez-vous de l'ONU en général? Honnêtement, je pense que c'est juste... c'est un outil colonial, très colonial, puis ça l'a été dans le passé, ça l'est encore. Oui, ils font des initiatives, des choses comme ça pour inclure les personnes autochtones, mais je me permets de mettre des guillemets à ça parce que, au final, est-ce que les voix sont vraiment écoutées? Encore une fois, est-ce que c'est juste pour bien faire paraître les dirigeants? Je trouve que ça ressemble quand même à ça, là. Et quels changements sont nécessaires pour protéger la biodiversité selon vous? En fait, premièrement, il faut se rendre compte que les changements à faire ne seront pas des changements
nécessairement confortable, facile. Fait qu'il y a des fois des changements qui vont paraître drastiques. Il va falloir changer nos modes de vie nous-mêmes, donc de façon justement des fois qui sont plus demandantes. Mais aussi plus, il y a aussi, par exemple, l'arrêt de l'extractivisme canadien qui décime la biodiversité. On peut prendre l'exemple des caribous à Tuk. Les caribous qui sont un animal, par exemple, super important chez les Inuits et chez d'autres nations, qui sont de plus en plus envoyés au nord, qui sont de plus en plus en train de mourir. Pourquoi? À cause de l'extractivisme, à cause de la déforestation, plein de choses comme ça. Sinon aussi, c'est de trouver des solutions plus locales, plus localisées, moins à échelle globale, parce que oui, c'est un problème global à 100%, mais les solutions sont locales, devraient être adaptées à chaque endroit, parce que la biodiversité est différente partout. On ne peut pas trouver la même solution, la même solution pour tout, en fait. Puis aussi, au final, c'est de respecter les savoirs scientifiques, puis évidemment les savoirs autochtones. Merci beaucoup pour votre temps.